Ça, voilà, on lance déjà la question pour tout à l'heure et on va passer à la dernière présentation pour laquelle Solutions Productives va se faire également le porte-parole de Sanden. Donc Hassan Komani et Alexandre Morel vont développer ce qui a été produit comme démarche et observation sur le terrain de Sanden. Alors, comme vos prédécesseurs, vous aurez 30 minutes. Vous allez essayer de faire mieux. Parce que nous, au moins, on n'a pas l'entreprise. On maîtrise le temps. D'accord, donc vous maîtrisez. Parfait. Ben, je vous prends au pied de la lettre. Donc, il est 16h, on va dire 05. À 16h35, vous aurez terminé votre présentation. On y va. Bien, donc, alors, juste une question, nous, avant. Oui. Pourquoi nous on s'intéressait à la question du lean, enfin autant que cabinet de conseil en ergonomie, depuis une quinzaine d'années qu'on s'intéresse à la question, tout simplement parce qu'on considérait que c'est dans ces moments-là, dans ces chantiers-là, où la conception des futurs postes de travail, des futures conditions de travail se joue. Donc si on veut vraiment faire un peu ce qu'on aime faire, hein, c'est-à-dire agir sur ces conditions-là, il faut être dedans. Alors, bon, c'était juste un rapide rappel de pourquoi on s'intéresse à la question. Ce qu'on vous présenter, donc l'entreprise Sanden, je crois que François Massolo l'a présenté tout à l'heure. Donc c'est une entreprise qui fabrique surtout donc des compresseurs. Et récemment, donc ils sont mis à fabriquer également donc des pompes à chaleur. Leur positionnement donc au niveau mondial il est important, groupe japonais. Et donc pourquoi, enfin je crois que Thierry tout à l'heure Thierry, les chercheurs, Thierry Arnaud, donc nous rappelait un petit peu le critère de choix de cette entreprise. Tout simplement, c'est une entreprise qui a mis en place, c'est pas très pratique ça, excusez-moi, qui a mis en place qui a mis en place cette démarche Lean, donc avec un chantier qui était bien identifié et une démarche qui est accompagnée donc par des organismes spécialisés dans le domaine et qui a trouvé quand même un intérêt de réfléchir sur cette articulation, donc le Lean et la question des conditions de travail. C'est une entreprise bretonne, je crois que Limitrof c'était un des critères, mais il n'y a pas que les entreprises bretonnes dans le groupe, mais aussi c'est dans une entreprise d'un secteur industriel de taille moyenne, ce qui était aussi visé par l'étude. Alors, on rappelle aussi un peu comme tout à l'heure de Nicolas et Florent, donc ils rappelaient un petit peu le Lean s'inscrit toujours dans une histoire, et donc l'histoire de Sanden. Rapidement, je vois rien, mais je sais que c'est de 95 jusqu'à, je crois, 2008, forte croissance, donc avec c'est une croissance, je crois, qui varie de 20 à 30, enfin, de 10 à 20, pardon, qui est quand même important, alors la particularité aussi, c'est les produits sont des produits avec un cycle de fabrication qui est très très court, hein, très faible, donc je crois que c'est de l'ordre d'une dizaine de secondes. 9 secondes et demie par compresseur. Donc tous les 9 secondes et demie, il y a un compresseur qui sort. On se rend bien compte que c'est des cadences très importantes. Ce qui a évolué depuis, c'est les lots qui sont devenus de plus en plus courts. Enfin, on n'est plus dans des grands lots. Il fallait fabriquer des lots plus petits, avec une diversification des composantes qui fait que c'est en lien avec la problématique qu'on va vous exposer sur tout ce qui est logistique. Ça pose quand même des questions. Alors 2008, crise, évidemment, en tout cas contexte économique difficile, même avec un PSE à la clé, des départs, etc. Et donc un besoin de diversification, hein, donc de l'activité, notamment, c'est là où ils ont développé, je crois, l'activité pour tout ce qui est pompe à chaleur. À cette époque, effectivement, le cheminement vers les démarches telles que la démarche Lean, donc avec tout ce qu'on entend derrière, la chasse à non-valeur ajoutée, etc. Et donc les démarches qui étaient en parallèle de dans la même période,
c'est ce qui explique un peu la culture de l'entreprise. C'est un travail sur tout ce qui est donc cotation des postes, un travail sur l'amélioration des situations de travail, donc et formation aussi de CHSCT par rapport à leur positionnement et leur fonctionnement. Il y a un questionnaire nordique qui était animé par les services santé, et il y a également de formation pour tout ce qui est cotation, gestes et postures, etc. pour les différents responsables. Et il y a eu effectivement des enquêtes de satisfaction qui ont été mises en place. Toujours dans la même période, on trouve donc la mise en place d'une organisation, donc fameuse organisation autonome. Faut pas oublier que l'entreprise est une entreprise japonaise, donc avec quand même ce genre de culture. Et depuis le début, ils étaient dans l'amélioration continue, avec plus des démarches type TPM, et qu'ils ont évolué vers le lean. Voilà, donc ce qu'on voulait vous présenter, enfin là, comme disait Florent tout à l'heure, on va présenter tout ce qu'on a relevé, les données, etc. Mais beaucoup plus zoomer sur un chantier, enfin c'est une opération qui a été menée, qui nous semblait intéressante, parce que c'est un petit peu ça l'objet de la recherche, à partir d'une situation concrète, voir un peu qu'est-ce qui caractérise le lean. Là encore, je rappelle ce que disaient les chercheurs au départ, il y a des lignes, il y a le lean de Sanden. En tout cas, on l'a vu à travers cette opération-là. En fait, c'est un chantier qui était mené, enfin qui est d'ailleurs toujours ouvert. Hein. C'est un chantier concernant donc les bords de ligne et l'approvisionnement des bords de ligne, avec des questions en lien avec les conducteurs et ceux qui approvisionnent la ligne. Je te laisse. Alexandre, parce que... Oui, alors rapidement, quelques petites données donc sur les indicateurs SST. On s'est rendu compte donc en faisant les premiers entretiens avec l'entreprise qu'ils avaient déjà mis en place énormément de démarches, comme on a pu le voir, cotation, etc. Ils s'en sont servis pour essayer de mettre en place des actions d'amélioration. On l'a vu quand on est allé sur le terrain que l'évaluation et la cotation des postes de travail n'était pas suffisante, en tout cas dans un premier temps, pour pouvoir améliorer les conditions de travail. Ça leur a servi uniquement à déjà pouvoir cibler, hiérarchiser, parce qu'il y avait beaucoup de postes, beaucoup de difficultés, beaucoup de problématiques, et du coup, l'entreprise a choisi ce mode de hiérarchisation pour pouvoir déjà cibler les postes qui étaient les plus contraignants. La courbe de Fisher, donc, qui montre le lien entre le taux de fréquence et qui permet de mesurer les AT avec arrêt et le niveau d'investissement en sécurité de l'entreprise. Donc ce qui était intéressant, c'était de pouvoir voir, en gros, ça c'est un schéma que eux-mêmes utilisent, hein, c'est pas nous qui l'avons apporté, c'est un schéma qu'ils utilisent et qu'ils ont utilisé notamment pour mesurer est-ce que effectivement les actions et les démarches qu'ils menaient dans l'entreprise apportaient les réels fruits, les réels gains, c'est-à-dire des réductions du taux de fréquence. On voit que la courbe est assez exponentielle et que les résultats sont identiques, c'est-à-dire qu'en 2011, on a un taux de fréquence qui est de 40, et en 3 ans, ils ont diminué de x2, x3 même, le taux de fréquence. Donc avec une évolution également du taux de gravité de 1,23 en 2009 à 2014 avec 0,23. Donc les actions qui ont été mises en place par Sanden, donc c'est les outils de l'amélioration continue dans un premier temps, sur la lettre A que vous voyez sur le schéma. Les questionnaires nordiques, donc j'en parlais, des groupes pénibilité qui ont été mis en place et des outils ergonomiques de cotation des postes. Et comme le disait Hassan, l'entreprise était accompagnée à ce moment-là par une entreprise et est toujours accompagnée par une entreprise qui allie Lean et une partie d'ergonomie dans ses interventions. Ils sont actuellement, donc ils ont mis en place des outils managériaux, ils sont actuellement dans des formations qui servent à permettre aux opérateurs de devenir acteurs, en gros, des conditions de travail, de leurs propres conditions de travail. Voilà. Simple petit rappel des indicateurs. Qui nous donne une idée un peu de la culture, en tout cas de l'entreprise, qui lie ces deux questions. Donc le chantier, pour aller directement vers ce chantier qui nous intéressait, et on souhaitait aussi partager avec vous, les éléments qui nous semblaient les plus importants, c'est par rapport à la démarche. Donc nous, on était donc voir l'histoire de ce chantier-là, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, comment ça s'est déroulé, et on trouvait un élément qui nous semblait intéressant à sortir parce qu'on ne le voit pas fréquemment.
surtout dans des chantiers de ce type-là. Donc le chantier en question, vous savez, enfin pour ceux qui connaissent un peu ce genre de chantier, on fait toujours au départ un petit peu les indicateurs qui argumentent le lancement du chantier. Donc effectivement, il y avait un constat dès le départ de la remontée du terrain sur les problématiques je dirais de la logistique classique, les problèmes entre la logistique et la production, avec des manquants, les flux en rupture, et enfin les problèmes d'approvisionnement classiques. En plus, avec une montée en cadence avec les lots qui sont devenus de plus en plus petits, ça posait de plus en plus de problèmes. Et tout ça, vous savez, dans des chantiers de ce type-là, généralement, sont bien instruits, c'est-à-dire c'est quantifié, on sait combien ce qui manque, qu'est-ce qui manque, enfin combien ça coûte, etc. Notamment sur la question du stock. Bon, les problématiques toujours liées à ça, c'est les problématiques souvent aussi de communication entre les services quand il y a des tensions de ce type-là. Donc avec des quantités des quantités d'encours assez importantes. Tout ça c'était indiqué, donc c'est tracé dans les premiers, le démarrage du chantier. L'autre indicateur qu'on retrouve, je dirais classiquement dans ce genre de projet, c'est des indicateurs aussi matériels. Par rapport à l'investissement, il y a donc c'est une entreprise, on vous montrera tout à l'heure, qui fonctionnait beaucoup avec ce qu'ils appellent les AGV, c'est des chariots qui sont automatiques, qui livraient les différents postes, et qui donc ces chariots-là posaient des problèmes en termes de maintenance, qui sont valorisés, c'est de maintenance de l'ordre de 50 000 € en 2009, et avec des faibles flexibilités, ils l'ont prise au sol, parce que c'est des systèmes qui sont ancrés au sol. Et l'élément qui nous semblait le plus important, parce que ça nous a un petit peu surpris parce que c'est pas toujours comme ça, c'est qu'ils ont un indicateur santé pour le lancement du projet. Ça veut pas dire que le Lean ne prend pas en considération ces éléments-là, mais autant qu'indicateur, comme levier d'entrée du chantier, c'est-à-dire pour aller argumenter le lancement du chantier, ils ont dit bon, ok, nous aussi on a un indicateur qui est les accidents de travail, qui est lié au blocage de ces fameux chariots, pour les gérer les aléas, parce que ces chariots, quand ils sont bloqués, il faut les sortir des rails, il faut les manipuler, etc. Et a priori, ça a occasionné pas mal d'accidents, de problèmes, qui étaient de l'ordre, je sais plus, c'est chiffré, ça vaut ce que ça vaut, mais peu importe, en tout cas, c'est un indicateur, et c'est un levier qui permet quand même de lancer, au moins de lancer le chantier. Que souvent dans les chantiers Lean, on voit peut-être cet élément-là, quand il est présent, il est plutôt en conséquence. On va dire, on va tenir compte des questions de santé de travail, on va essayer de ne pas dégrader. Là, c'est un élément, un des leviers de la démarche pour lancer la démarche, quoi. Ça, c'est le premier élément qui nous semble important qu'on le dise. Le deuxième élément dans le chantier, c'est le choix, même le positionnement et le choix des solutions qui ne vont pas de soi. Enfin, d'abord, ils avaient besoin d'être accompagnés, parce que je crois qu'il n'y avait pas des gens qui étaient spécialisés dans le Lean chez eux, même s'il y avait peut-être certains qui avaient une sensibilité, et ils ont fait, je prends probablement donc un appel d'offres à des cabinets, et comme vous savez, si vous faites un appel, vous allez avoir une série de cabinets avec des propositions très alléchantes en mettant nous on va vous faire gagner de temps, etc. D'ailleurs, c'est certains cabinets qui se font même rémunérer à partir de ce qu'ils pourront faire gagner. Là, l'entreprise, je sais pas si c'est un savoir de faire de prudence ou quoi, mais qui fait que donc ils en voulaient pas de ça. Enfin, ils n'ont pas en tout cas choisi ce type d'accompagnement. Ils ont choisi plutôt un accompagnement qui était plus long, plus des questions avec des formations et un peu plus long dans le temps, plutôt que des structures qui leur proposent des démarches très je sais pas comment ils appellent ça, le BIS, voilà, le fameux chantier éclair. Et donc l'élément aussi important, qui est donc c'est le choix aussi de la solution. C'est-à-dire ils n'avaient pas peur de remettre en cause des solutions qui paraissent modernes. L'AGV, quand on va voir tout à l'heure, c'est le système hyper sophistiqué, qui je vais le dire ici, vous savez, qui est moderne, qui tourne, etc. Ils n'ont pas peur de remettre ça. Même, je crois que certains salariés ils trouvaient que passer d'un AGV vers une solution type petit train, donc on voit en haut, c'était vraiment... Ouais, c'était considéré, puis on a tendance à se dire, on va mettre en place des systèmes automatisés, on va vers de plus en plus de technologies, puis là, de mettre en place
un petit train, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, les opérateurs n'ont pas compris du tout. On est sur une entreprise qui fabrique des compresseurs, voilà, avec une certaine technologie, et puis de revenir à un système beaucoup plus archaïque avec des petits trains, enfin Considéré comme archaïque. Considéré comme archaïque, en tout cas, les opérateurs, en tout cas, sur le terrain, voire même les responsables, étaient pas persuadés que ça allait pouvoir apporter des fruits. En tout cas, ils se sont dit, on fait un grand retour en arrière, Les constats étaient quand même que les AGV, qui sont des systèmes automatisés, coûtent excessivement cher. Du coup, dans l'analyse qui a été faite dès le départ, donc Hassan le disait, donc il y a eu les coûts de maintenance des AGV qui arrivaient en fin de vie, qui ont été mis dans la balance. Il y en avait pour 50 000 €. Plus des personnes qui devaient les maintenir en état, etc. Donc ça coûtait excessivement cher. J'allais dire, l'entreprise a eu la chance d'avoir une personne qui était très terre à terre et qui n'hésitait pas à mettre les mains dans le cambouis et qui a remis en cause complètement ce système-là. Il a intégré également, et ça c'était un petit peu novateur dans la façon d'intégrer des indicateurs, tout ce qui était en lien avec ce qu'on disait sur les indicateurs de santé. Donc il a pris le temps de chiffrer combien coûtaient les AT qu'il avait aujourd'hui avec les systèmes d'AGV, qui sont des systèmes qui ont beau être automatisés, tous les accidents de travail qu'il y avait étaient en lien avec des situations d'aléas que les opérateurs devaient gérer quand les AGV ne faisaient pas le travail nécessaire. Donc on avait des AGV qui étaient pas flexibles du tout, qui étaient en fin de vie, et des opérateurs qui du coup allaient directement sur les AGV quand ils tombaient en panne au milieu de l'allée, prendre les caisses de produits et les amener directement sur les lignes, quoi. Donc ça arrivait régulièrement, surtout les AGV arrivaient en fin de vie. Donc on avait des conditions de manutention évidemment qui n'étaient pas prévues, mais c'était la réalité du terrain. Donc fort de tous ces constats-là, fort de tous ces constats-là, donc le responsable de la logistique, en gros, pour faire simple, on a un service de production avec des lignes de production et un service logistique. Un service logistique qui prépare les pièces, qui les conditionne dans les contenants. Et donc c'est large. Et donc ces systèmes, donc ces deux services qui ne communiquaient pas du tout, mis à part par le téléphone quand l'AGV tombait en panne, quand les pièces n'arrivaient pas au bon moment. Donc il y avait sans cesse le responsable logistique qui devait gérer des conflits entre les services. Et pour faire simple, le petit train mis en place, il y a une personne qui est dessus. Et cette personne, aujourd'hui, fait le lien entre la logistique et les lignes de production. Donc on voit que d'un système, on a beau aller vers l'automatisation et puis de mettre des interfaces de plus en plus importantes entre les gens, et le simple fait d'avoir mis une personne physique qui puisse réguler, qui puisse s'adapter aux situations particulières de l'activité de travail, qui font l'activité de travail, ça a permis de supprimer tous les conflits qu'il pouvait y avoir entre les personnes et d'améliorer. On parle de la question de santé, donc améliorer les conditions de manutention, les liens, et puis réduire la charge mentale aussi des gens qui étaient sur les lignes, qui attendaient leurs pièces et qui étaient obligés de courir pour aller les chercher soit en logistique, soit sur les AGV. Donc ça a permis d'améliorer tout ça, et ça a permis également d'améliorer la performance aussi de production. On le disait tout à l'heure, c'est des cycles de 9 secondes et demie, donc on se rend bien compte que si on a un arrêt de quelques minutes, ça fait tout de suite des compresseurs en moins qui sortent au bout. Voilà. Bien, donc voilà, ça on développe juste un point, c'est-à-dire ce choix de solution, mais ça n'allait pas de soi du tout. Ça c'était accompagné de plein d'autres choses, notamment des changements de métier. Je crois qu'il y a quand même juste pour faire un petit point là-dessus, la grosse difficulté, c'est que dans l'organisation initiale, ils avaient des approvisionneurs qui étaient sur les lignes, donc ils faisaient juste la manutention des pièces pour les mettre sur les lignes, et des personnes qui étaient les caristes, qui préparaient les produits en amont au service logistique. La grosse difficulté, c'est qu'on était au démarrage du chantier en 2008, on l'a rappelé, contexte économique avec un plan social. Donc il y a mieux pour être dans les conditions favorables pour mettre en place un chantier. Malgré tout, ça s'est fait de façon optimale, j'allais dire grâce à la volonté du responsable logistique qui a pas hésité à passer énormément de temps sur le terrain pour pouvoir réguler avec les gens, et ne pas hésiter à capitaliser les remontées d'informations qu'il pouvait y avoir sur les difficultés que les gens pouvaient rencontrer dans la mise en place de ce système-là, qui malgré le fait qu'il soit simple, engendrait quand même des modifications de l'activité de travail des gens, et du coup c'est important d'avoir une oreille et une écoute par rapport à ça. Alors, ça donnait concrètement ce genre de dire, pour ceux qui connaissent un peu ce genre de problème, donc on n'est pas effectivement un circuit assez complexe avec pour chaque
chaque lot, il fallait pratiquement avoir un chariot, etc., vers des choses beaucoup plus simples en termes de circuit et surtout une fréquence beaucoup plus, je crois qu'il y a une fréquence de 45 minutes où on livrait différents produits, alors qu'avant il y avait plutôt un circuit pour pour chaque référence, avec des hauts, des bas, des pics. Donc pour faire simple, ça donnait quelque chose de cet ordre-là, quoi, il me semble. Donc je sais pas si les traits sont plus simples, mais c'est ça. C'est juste, voilà, c'est un exemple concret. Ce que ça donnait. Alors probablement il y a d'autres choses et beaucoup de choses qui ont été que nous on cherche pas à développer là. Il y avait aussi, pour faire un lien avec la présentation de tout à l'heure, hein, c'est aussi l'OBA. C'est-à-dire on a aussi un espace de discussion d'OBA dans cette entreprise là qui est appelée comme ça. Et bon, en fait, les soucis, parce que c'est... Ouais, on a. Alors, ce qui était important là, c'est pas forcément de revenir dans le détail de l'OBA. Hein. La présentation juste avant, ils l'ont fait de façon très explicite. Malgré tout, ce qui était intéressant de pouvoir noter, c'est que le système d'OBA qui était mis en place chez Sandan était complètement différent, en tout cas dans sa mise en œuvre, que celui de chez Thales. Donc c'est ça qu'on trouvait intéressant, c'est que pour un même outil, la mise en œuvre sur le terrain était complètement différente. On n'est pas du tout, d'ailleurs, puisque ça fonctionne toujours, hein, on n'est pas du tout dans un système de remontée avec des OBA 1, 2, 3, etc. C'est déjà d'avoir créé ce premier espace de discussion qui a permis de pouvoir être plus réactif et de capitaliser, de récolter des informations du terrain. Donc ça, c'est un exemple qui nous a été relaté sur un problème de planification sur un poste où il se posait juste la question pourquoi les pièces n'arrivent pas. Et le simple fait d'aller sur le terrain, de questionner, que ce soit des responsables, etc., d'aller sur le terrain, ils se sont rendus compte qu'en fait, tout simplement, le planning qui a été utilisé, ça paraît aberrant comme ça, mais la réalité n'était pas le bon planning utilisé. Et donc, forcément, ça pouvait pas marcher au bout, quoi. Donc, l'intérêt, en tout cas, que de cet espace de discussion, c'est qu'il a permis aux personnes qui n'étaient pas forcément sur le terrain de pouvoir les questionner directement, les gens, les salariés à leur poste, pour avoir leurs ressentis et les difficultés telles qu'elles les percevaient. Et de pouvoir ensuite, une fois que les post-it étaient récupérés, de pouvoir se mettre en salle et de pouvoir échanger sur ces post-it aussi pour hiérarchiser, pour essayer de comprendre et hiérarchiser ces problématiques. On voit, il y a un certain nombre, tout le monde arrive avec ses post-it, son point de vue aussi, ça c'est important. Donc ça permet d'échanger, cet espace de discussion permet d'échanger et de pouvoir hiérarchiser les problèmes. Et on le voit sur la droite, de mettre des actions en face, quoi, des responsables, etc. Donc, ce qui est vraiment, enfin, là, on va pas développer les points forts parce que c'est ce qu'a présenté Florent tout à l'heure, sauf que c'est vraiment pas le même OBA. Là, on est dans un OBA on va dire, d'un niveau 1, parce que c'est juste un espace où ils mettent l'information, ils partagent l'information, mais il n'y a pas, on retrouve pas du tout ce que vous avez développé en termes de cascade de l'information vers niveau 2, vers niveau 3. Ça reste plutôt, quel moyen on met pour partager l'information entre nous, quoi. Donc, je vais pas développer un peu tous les points forts. Si on peut mettre un peu plus, je dirais les limites ou les points, c'est quand même malgré tout, il y a des questions en lien avec la communication vers les opérateurs. On voit bien que ce genre de projet est porté par des personnes et n'est pas forcément partagé par tout le monde. Hein, donc et il y a besoin sûrement des actions de communication pour que les gens puissent comprendre quelle est sa démarche et le sens de leur contribution, parce qu'on leur demande quand même pas mal de choses. Il y aura toujours par rapport à la méthode OBA, donc il y a effectivement des échanges de post-it, mais on voit bien, c'est pas suffisant, ça va pas de soi. Ça fait, pour faire le parallèle avec Thales, puisque disait Nicolas, c'est vrai que un des avantages que peut avoir le fait que les post-it soient affichés pour les opérateurs, c'est que les gens nous le rappellent. Donc un des points d'amélioration, en tout cas qui était évoqué, qui était en cours de modification, c'est que là, la salle qu'on vous a présentée, la photo, elle est isolée. C'est une salle qui n'est pas forcément visible des personnes qui sont sur le terrain. Donc un des points importants, c'était justement de ramener cet espace OBIA au plus près des opérateurs aussi, pour que eux voient aussi ce plan d'action, est-ce que ça avance, est-ce que mon sujet ou les questions que j'ai remontées sont prises en compte, et voilà. Donc ça permet, c'est une des améliorations en tout cas qui avait été notée, qui était en cours quand on est intervenu. Voilà, tout ça pour dire, faire le lien, parce que les chercheurs me disaient au départ, c'est vraiment, il y a Lean, on a même les mêmes termes, on utilise les mêmes outils, etc., mais ça n'a pas du tout le même sens, et c'est vraiment pour qualifier un Lean par rapport à ce qu'ils nous ont dit et ce qu'ils vont nous dire, pour le qualifier vraiment, il faut aller regarder de près de quoi il s'agit, quoi.
En gros, c'est un petit peu ça ce qu'on en retire un petit peu que en tout cas de cet exemple-là. Donc on va en rester là. Bon, je sais que les gens, ils ont... On est scotché. Merci beaucoup, merci. Alors en cherchant sur internet vite fait, il y a une traduction d'Obélia qui circule qui voudrait dire que ça se dit grande salle, voilà la traduction japonaise. Alors j'ai pas cherché comment on disait petit train en japonais, mais bon il y a sûrement une traduction aussi. Voilà.